Bonjour Eric, Bonjour Louise. merci d'accepter de participer à mon podcast vidéo C'est moi qui Contre-champ. te remercie de me laisser une petite place et de m'inviter ici. Pour ceux qui nous regardent, donc là ça va être sur YouTube, mais ceux qui connaissent un peu la plateforme Frontières Plus connaissent déjà ce format. Deux chaises bleues face à face, on va parler de plusieurs choses. Ça va être un format un peu FAQ. Il y a eu énormément de questions posées par nos abonnés. Honnêtement, il y en a eu plus de 80, donc on va Ouais, on va peut-être pas Ouais, toutes on les va peut-être prendre. pas toutes les faire, mais on va Mais en tout pouvoir cas, ils sont discuter. géniaux d'avoir fait autant de propositions de questions. Ah ben là, ils ont carrément participé, et plus que participé à cette proposition de poser toutes ces questions-là. La première question que j'ai envie de te poser, elle est un peu sur notre actualité, il faut dire les choses. Ce lundi 16, on a lancé un gros projet, en tout cas on a fait une grosse annonce, une annonce de radio, une radio en continu. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que parfois, là, ceux qui nous suivent ont la tête qui tourne, j'imagine, parce qu'il y a des projets absolument tous les 6 mois. C'est Mais en clair. même temps, c'est quelque chose de normal, parce qu'on va rentrer dans des échéances à la fois les élections municipales l'année prochaine, les élections présidentielles. Donc les médias, c'est super important qu'à ce moment-là, on soit prêt, pas pour rien, tout simplement parce qu'en face, la machine médiatique, subventionnée, publique, elle est énorme. Nous, on est tout petit, il ne faut pas l'oublier face à ça. Et donc l'objectif, en effet, c'est de lancer une radio à la rentrée de septembre. Donc déjà, cette radio, c'est aussi ton succès, Ouais. Louise, parce que l'année dernière, on a fait le pari d'aménager ce magnifique studio, de se dire on va faire une matinale le matin, et ça a pris, ça a bien fonctionné, tout le monde est rentré dedans, etc. Et au final, il y a eu un vrai succès. Je pense que le grand succès de l'année, c'était vraiment cette matinale. Et donc, il y avait cette idée de se dire que ce serait pas mal qu'en fait, cette matinale ne s'arrête jamais, qu'on soit en live en permanence. Et donc, le but, c'est de se lancer en radio 24-24, 7 jours sur 7, dès la rentrée. Donc l'objectif, ça serait de se lancer donc, le 8 septembre. Alors comment ça va marcher cette radio, peut-être qu'on pourra approfondir tout à l'heure. L'idée, c'est qu'au début, ça va être en web radio, c'est-à-dire diffusé sur le site internet de Frontières, l'application mobile de Frontières et sur les players radio du monde entier. Et tout ça va être évidemment installé sur l'application, sur le site. Ça permet aussi à tout le monde, y compris ceux qui sont en province, qui n'ont pas le FM, de capter. Et certaines grosses émissions seront en direct sur YouTube et sur Twitter. Parce qu'en fait, on ne va pas juste faire une radio. Évidemment, tout ça, ça va être vidéo. On est en train d'installer un studio vidéo, un nouveau en On est en haut. plein travaux là. Et voilà. Et le but, c'est de construire aussi des émissions de radio dédiées aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, par exemple, la matinale, c'est en direct sur YouTube et Twitter. Mais l'idée, c'est de lancer un talk du soir de 18h à 20h. Moi, peut-être que j'animerai une sorte d'émission le 17-18. Et ça nous permettra aussi de se mettre en direct dès qu'il y a une grosse actu. Ça veut dire qu'il y a une grosse actu qui se lance, on appuie sur le bouton, on est tout de suite sur YouTube, tout de suite sur Twitter, et on est connecté en permanence. Il y aura tous des aspects musicaux, etc. On pourra creuser ça tout à l'heure. Ouais, et puis au-delà d'être l'idée que tu avais depuis un certain temps, faut aussi dire que c'est une réponse à une vraie demande, hein. Il y avait beaucoup de nos abonnés. Moi, je reçois pas mal de messages depuis plusieurs mois, notamment depuis septembre, parce qu'on a bien évolué. On a une vraie équipe qui s'est solidifiée autour de la matinale. On a un peu appris sur le terrain, hein. C'est quand même un sacré taf. Toi, tu l'as aussi observé. Tu nous as fait les retours aussi en temps réel. Mais la réalité, c'est que les abonnés, les gens qui nous suivaient, restaient un peu sur leur faim. Nous aussi. Et notamment, comme tu l'as précisé, sur la partie réaction, décryptage en temps réel quand il y a des actualités. Même nous, on était un peu frustrés. On se disait, est-ce qu'on fait un live Je vais te donner un exemple. C'est-à-dire que la fois où il y a eu à l'Assemblée nationale des députés qui t'ont clairement agressé, si on était en radio, vidéo, en continu, on aurait été en live. On aurait été connecté tout de suite. On aurait pu vous avoir par téléphone. On aurait pu vous recevoir en revenant. Et c'est ça, c'est de la riposte permanente. Et c'est ça qui va être essentiel de faire. Parce que des dingueries du côté de la France insoumise et de l'extrême gauche, il y en a plein. Il faut pouvoir les débunker, il faut pouvoir les décrypter. Et sur notre ligne éditoriale, on est complémentaire de toutes les autres radios qui peuvent exister, etc. Mais nous aussi, chez Frontières, on a aujourd'hui près de 25 journalistes, on a énormément d'enquêtes qui sortent, beaucoup de contenu, etc. Et donc, c'est une possibilité de pouvoir en parler. Dans le même temps, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir. On reçoit plein d'auteurs qui veulent venir parler de leurs livres, des experts, des gens qui vont peut-être pas être reçus dans des chaînes TV ou d'autres radios, et c'est normal, ils peuvent pas recevoir tout le monde. Nous, on pourra les recevoir, ça c'est pas important. Et je pense qu'une radio aussi, ceux qui nous écoutent et qui écoutent la radio, c'est un univers. Donc ça va être une radio aussi, évidemment, qui va être moderne, qui va pas être
que pour les jeunes, mais voilà, ça reste une radio qui est faite Pour tout le monde. par des 20-30 ans. On va s'adresser à tout le monde. Il y aura un chant musical qui va être important l'après-midi, le soir, la nuit. Louis fera certainement, parce que Louis, c'est notre ingénieur son qui va gérer la régie. Et en même temps, c'est un fan de musique. Il fait partie d'une équipe. Donc ça va être intéressant. Et il y a une atmosphère aussi positive dans une radio. On le sait très bien, c'est un ADN. Et ça, c'est important. Et on va pouvoir accompagner nos abonnés, ceux qui nous suivent, du matin jusqu'au soir, quand ils vont faire un trajet de radio, etc. On va pouvoir du coup parler de culture, de patrimoine. Voilà, c'est un univers, c'est un écosystème. On a fait le magazine, on a fait Frontières Plus, on a fait beaucoup de choses. Et la radio, c'est quelque chose de génial, où on peut partager les choses. Et en même temps, il y a cette modernité aujourd'hui. On peut faire la radio en vidéo. Ouais. Et donc, de pouvoir proposer des bonnes quais, il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi d'un député, personne ne veut en parler dans les grands médias, nous, hop, on a un journaliste sur place qui l'interroge. Il y a les élections municipales où on va essayer de délocaliser aussi notre studio. Ça va être une très grosse période. Ouais. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que ce qu'on veut aussi, c'est que cette radio, elle donne la parole. Ça va être essentiel. Donc, on va faire des formats, et notamment le mien, mais aussi celui de Garenne, où le but, c'est de recevoir vraiment les auditeurs, et c'est la parole aux auditeurs. Et ça, c'est important. On va faire aussi tous les jours une émission, la parole aux régions. On va essayer de trouver des correspondants. On en a déjà trouvé dans les régions. Et on va faire un peu tous les 15 jours le tour des différentes régions, la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, etc. Et pendant les élections municipales, du coup, on va pouvoir parler avec eux. Et ça, c'est super important. C'est une façon de se continuer à sortir de Paris. Parce qu'on est à Paris aujourd'hui, un studio laid, mais on est tous, t'es bretonne, je suis breton, en fait, quasiment personne vient de Paris. On a envie de retourner un petit peu aux sources, d'aller voir les gens, etc. Et donc, ça va être de l'enracinement qui va, je pense, très bien incarner la radio. Ouais, tu l'as parfaitement dit. L'objectif, c'est aussi le côté participatif. Ça t'a toujours tenu à cœur. Et pour nous aussi, et on le constate, c'est qu'il y a vraiment un besoin sur cette partie-là. Il y a un autre gros projet qui a éclos ces derniers temps, c'est Frontières Plus. Je pense que pour donner un petit peu un bilan à nos abonnés, aux gens qui nous suivent, mais aussi à toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube, donc parfois un peu de loin, ils ne nous suivent pas forcément sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est un bon rappel pour qu'ils nous suivent un peu plus sur les réseaux sociaux parce qu'on vous informe aussi en temps réel. Est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan, un compte rendu de la plateforme Frontières, ce qu'il en est quelques semaines après maintenant le lancement de Frontières Plus? Alors là, ça fait, je crois, au moment du tournage, ça fait un mois pile du lancement, parce que ça s'est lancé le 15 mai. Aujourd'hui, c'est un vrai succès parce qu'on a, on a eu tous nos objectifs. Donc, le premier, c'était de pouvoir lancer la plateforme sur l'application mobile et sur le site internet. La plateforme, c'est un vrai succès. C'est ce qu'on avait promis avec cette possibilité de caster la vidéo, télécharger, de sélectionner les liens, d'avoir une plateforme qui soit belle, qui vraiment, nous, c'est important. La dimension esthétique, c'était des mois de travail. On a dû travailler sur le CRM, etc. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais on a eu des problématiques parce qu'il y a 2 mois, je pense qu'il y a même des éléments où toi, Louis, tu n'es pas parfaitement au courant, mais quand on a eu les attaques et le hacking, on a encore aujourd'hui une partie de nos bases de données qui sont flinguées. On a une partie évidemment, ils n'y ont pas eu accès, mais ils ont foutu en l'air une partie de notre CRM, ils ont mis le bazar, mais on a quand même réussi à tenir le lancement. Donc évidemment, c'était des gens d'extrême gauche. Donc la plateforme et l'appli qui sont top, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était d'avoir des super documentaires. Donc aujourd'hui, on a quand même réussi à proposer près de 3 ou 4 contenus exclusifs chaque semaine sur Frontières Plus. Franchement, c'est pas rien. Aujourd'hui, on est sur un abonnement à 10 € par mois où l'abonné à Frontières Plus, il a accès aux articles abonnés et il y en a tous les jours au moins 3 et également aux différents magazines inclus hors série, donc c'est plein de choses, ça c'est important, c'est vraiment accessible. Et donc dedans on a des documentaires sur l'Argentine qui est sorti, je suis allé avec Julien. Il y a la série documentaire de Jordan Florentin, donc qui a fait quand même 4 épisodes. Il a fait pour ça près d'une dizaine de régions. Il est allé étudier la question des centres d'accueil pour migrants. Il est allé voir au niveau de Nantes l'islamisation. Il a fait du terrain. Franchement, le terrain, ces reportages, ils sont absolument fous. Ils sont bien faits. Il a un sens de l'esthétisme en plus, Jordan. Là, normalement, sur la plateforme, il y a son documentaire sur la France Insoumise aussi, qui est un gros projet. Moi, il y a les 2 premiers épisodes de ma série de documentaires sur les routes migratoires.
donc quand même où il y a un 70 minutes et un 90 minutes. Donc c'est toute une série de choses. Il y a le documentaire sur Crépol de Baudouin Wisselman, qui est le rédacteur en chef de Frontières Plus, et plein d'autres choses. Un reportage au pèlerinage de Chartres, la série Secret d'État de Julien Girard. Il y a tous tes podcasts Contre-champ et bientôt ton documentaire sur la natalité. Voilà, c'est vraiment très riche. Et donc ça, c'était le deuxième objectif et je pense qu'il a été atteint. Et le troisième, c'était le nombre d'abonnés. Donc, on a réussi aujourd'hui à taper les 10 000 abonnés cumulés entre les abonnés magazine, les abonnés numériques qui incluent Frontières Plus dedans. Et donc, ça, c'est génial. C'est-à-dire que nous, on avait fixé un objectif de 10 000 abonnés payants au mois de juillet. On y est déjà, on a un peu d'avance. Donc ça, c'est un vrai succès. Et si Frontières Plus, et je remercie nos abonnés, tous ceux qui ont relayé sur les réseaux, je remercie aussi ceux qui nous ont permis, comme Christine Kelly sur CNews, Gauthier Lebret sur CNews aussi, d'en parler, Sud Radio, ça permet, tout ça, ça contribue au succès. Et c'est ce qui fait qu'on peut passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est la radio. Et sur cette radio, effectivement, on fait là un appel aux dons. Alors, c'était, je crois, une des questions qui était que certains ont posées. Pourquoi on a besoin de faire un appel aux dons aujourd'hui pour la radio? C'est simple. Nous, on a 25 journalistes. On essaye de faire en sorte que tout ce qui est lié à des investissements ou des prises de risques, on aille demander de l'aide à des donateurs. Parce que quand vous allez lancer un projet, vous devez beaucoup investir en avance. Et si le projet échoue, il ne faut pas que ça mette en danger la pérennité globale du média. On ne pourrait pas, en lançant un projet, flinguer le média. Parce que sinon, nos abonnés nous en voudraient. Donc ça, c'est le premier point. Et les appels aux dons, c'est des dons défiscalisés. Il y a des gens, parfois, ils ne comprennent pas forcément pourquoi en faire, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. 50% des Français aujourd'hui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas insultant de ne pas en payer, mais du coup, c'est vrai que quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu, on ne comprend pas forcément à quoi ça sert. Ceux qui payent des impôts sur le revenu et qui ont fait leur déclaration d'impôt au mois de mai, ils le voient. Donc, en général, on peut faire des campagnes de dons avant l'été et un peu avant la fin de l'année pour dire aux gens, voilà, c'est le moment. Mais surtout, nous, on ne fait jamais de campagne de dons qui va dire c'est pour payer les salaires. On fait des campagnes de dons sur des projets. Ça, c'est super important. Nous, on s'occupe de la pérennisation du média. Il faut savoir que c'est que 7% de notre chiffre d'affaires, les dons. Mais là, les 100 000 euros, c'est pourquoi? C'est pour créer un studio. On a quand même lancé le début des travaux parce que ça prend du temps. On n'allait pas attendre le 31 juillet parce qu'évidemment, si on ne lève pas les 100 000 euros, ce qu'on dit, c'est qu'on ne pourra pas lancer le projet. Donc, c'est pour ça qu'on appelle tout le monde à faire un don d'ici le 31 juillet pour atteindre les 100 000 euros. Les 100 000 euros, c'est le studio vidéo. Studio vidéo, c'est un peu plus de 22 000 euros. Il faut l'insonoriser, il faut faire des travaux, etc. C'est ça que j'allais te demander parce que là où les gens ne se rendent pas forcément compte, et je les comprends quelque part, c'est qu'ils voient le studio tout fait. Quand ils regardent par exemple la matinale, tout est là, tout est déjà présent, on dirait presque que ça a été posé. Tout ça, c'est fait à travers il y a des travaux qui sont faits, des artisans qui sont vraiment géniaux. Le matériel, on ne se rend pas forcément compte du coût du matériel. Ici, honnêtement, on avait fait appel à un artisan qu'on a réappelé à nouveau. Le bois autour, etc., c'est canon. Si on avait pris cette salle et qu'on avait juste mis des caméras avec une lumière qui était mauvaise, en fait, on aurait été bête là-dessus. Donc, on veut... Là, c'est pérenne. Ça ressemblait à un plateau télé ici. Et c'est aussi pour ça que les invités veulent venir. Mais bien sûr, ils se sentent beaux, ils sont bien, etc. Ça automatise. Du coup, ça va plus vite. On peut faire plus de contenu. C'est un vrai modèle. C'est pas juste... Et je le sais parce que j'ai fait les débuts du média où c'était dans ma chambre, etc. Mais il y a toujours une limite à un moment. Le fichier qui plante, l'entretien qui sort une semaine en retard parce que les fichiers sont compliqués, etc. Ceux qui font de la technique, ils le savent. Exactement. Et donc là, en fait, en faisant des investissements aussi bien, on peut passer les étapes d'au-dessus et pas se retrouver obligé, par exemple, de déménager. Donc là, on a le studio, il faut l'insonoriser pour que le son il soit bon. Il y a plein de choses à faire, il faut que ça soit dans les normes. Le deuxième point, même si chez nous, honnêtement, on est ceux qui faisons le moins cher. Je suis rapiace sur la vérification des coûts, etc. On est assez bon là-dessus. Le deuxième point, c'est l'achat du matériel. Donc, on est à peu près sur 30 000 euros de matériel parce qu'il va y avoir toute une série de caméras. Il y en aura 5. Parce que le but, c'est pas d'avoir justement trop de personnes à la régie, trop de monteurs derrière. Donc, il faut pouvoir automatiser. De cette façon, on ne peut pas demain avoir 200 salariés. Donc, il faut un système de caméras où c'est assez simple. Et il faut un système de régie aussi. Qui soit intuitif. C'est intuitif, ça déroule. Parce que 7 pour les sur 7, alternants 24, également 24, qui apprennent. Exactement. Et que ce ne soit pas trop compliqué.
que les caméras elles soient qualitatives. Et ça, c'est un aspect très important parce que même si c'est de l'audio et le son doit être bon, il faut que la vidéo elle soit bonne. On l'a vu ce matin, on a encore une coupure de courant. Il faut qu'on achète un système qui fait que s'il y a une coupure de courant, on a 1 ou 2 heures de batterie supplémentaire. Donc ça, c'est l'aspect. Ensuite, il y a toute une partie qui est jusqu'à entre 25 et 30 000 euros, qui est le développement sur le site internet et l'application mobile de quelque chose qui soit comme Radio France, où vous allez aller sur notre appli et à la place de la partie podcast actuelle, ça sera la partie radio, il y aura les directs, la grille des programmes pour que vous vous y retrouviez, parce que c'est important de savoir, voilà, vous allez aller sur le site et vous allez voir, ou l'appli, vous allez voir qu'on est à la fin de telle émission et on va tout de suite vous dire, l'émission d'après, c'est à 18h, c'est l'émission de Louise Maurice, etc. Et vous avez les programmes. Donc ça, c'était l'objet de mon coup de fil qui a duré 1h30 il y a juste avant. C'est pour ça que je suis un peu en retard pour ce tournage. Et donc ça, c'est un aspect qui est important. Et après, tout le reste, le complément, c'est tout ce qui est lié à la SACEM, tout ce qui est lié aux musiques et tout. Donc ça va nous permettre de lancer ce projet. Il est important. Il y a aussi le player vidéo. Ça coûte. On doit passer par des gens. Il y a une sorte de serveur, etc. Et ça, c'est important. Parce que ce qu'on fait aussi, nous, sur notre site, et je suis un peu technique, mais pourquoi je l'explique ? Parce qu'il y a une logique aussi de contre-pouvoir médiatique qui est important, qui est qu'aujourd'hui, on a un site internet qui est développé intégralement de A à Z, qui a un CRM de A à Z, ce qui fait que personne n'a accès à nos données autres que nous. Personne ne peut planter notre site, personne ne peut nous censurer, on ne dépend de personne, on a le moins de commissions bancaires, etc., contrairement aux autres, on est totalement autonome. Et ça, c'est parce que on n'est pas sur une opération à 1 ou 2 ans, on veut créer un média qui tienne plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est un aspect qui est super important. Et donc, quand on fait ce genre d'investissement, c'est important, même si on va devoir prendre une petite annexe de bureau. On a trouvé des choses qui ne coûtent pas très cher, juste à côté, quasiment dans la rue, pour mettre l'équipe presse écrite, pour que ici, ça soit intégralement, qu'on optimise la surface pour l'aspect radio, parce que ça va tourner et ça sera aussi en haut dans une bonne ambiance. Si je peux donner un petit détail aux personnes qui vont nous écouter, nous regarder sur l'aspect financier, parce que beaucoup se disent mais c'est énorme. Si vous saviez, si Eric, il fait extrêmement attention. Et si je peux donner une petite anecdote, c'est que pendant le déménagement, malheureusement, il y a un meuble qui a été un peu abîmé. Eric, à chaque fois, il nous rappelle à l'ordre parce qu'il nous dit toujours mais ça, vous savez que c'est l'argent des abonnés, chaque centime compte. Et en fait, il faut faire extrêmement attention parce que c'est aussi ce qu'on vous doit en réalité. C'est le respect. C'est comme quelque part des parents qui offrent des vêtements à leurs enfants, ils n'ont pas envie de les voir en boule dans leur chambre. On prend soin, on a vraiment un cœur de développer quelque chose concrètement, que ce soit les bras qui nous permettent de parler et que vous nous entendiez bien, la table qui est à nos pieds. En fait, chaque petit élément compte énormément et c'est pour ça que quelque part on vous l'explique. On fait cette FAQ aussi pour vous en parler, non pas parce qu'on doit se justifier, mais parce qu'on sait qu'on vous le doit bien et que c'est grâce à vous qu'on a tout ça. C'est Bernard, parce que je vais prendre un petit peu les questions, je vais les piocher. Bernard, alors je ne vais pas donner les noms de famille évidemment, mais ils se reconnaîtront, qui nous pose la question, qui te pose la question, comment fonctionne concrètement la rédaction de Frontières ? Là, tu l'as déjà un peu expliqué, mais peut-être un peu plus dans le détail. Ça, c'est une excellente question. Je remercie Bernard. Je vais pouvoir dans le même temps aussi expliquer justement comment ça fonctionne aussi financièrement, la partie business plan, etc. C'est une autre question. Bon, je vais essayer de comment fonctionne la rédaction. Alors, la rédaction, c'est assez simple. Il y a aujourd'hui donc un directeur de la rédaction qui est moi, et derrière il y a un rédacteur en chef, donc c'est Jules Laurent. Rédacteur en chef, c'est celui qui va avoir un regard plus soutenu sur le fond. Ça, c'est important. Et surtout, nous, on a un rédacteur en chef, Jules, qui a la spécificité d'être responsable de la partie enquête. Ça, c'est un message qu'on veut envoyer, c'est-à-dire que d'abord, on fait des matinales, on fait des directs de la radio, etc. Mais le cœur, l'ADN de Frontières, c'est l'info. Et c'est l'investigation. Et donc, en règle générale, lorsqu'il y a une info qui sort, lorsqu'il y a une enquête, etc., le filtre, le contrôle est opéré par Jules. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Moi, il y a, je pense, 80% des contenus que je ne valide pas, que je n'ai pas à valider. Il y a une liberté éditoriale que je donne à l'ensemble des journalistes. Toi, toutes les matinales, je pense que moi, je les découvre dedans. Et aujourd'hui, vous avez compris, quand il y a un sujet qui va être touchy comme on dirait ou autre, vous allez aller voir le directeur de la rédaction et quand c'est une validation sur l'aspect enquête info, en règle générale je renvoie vers Jules, c'est important, et il revient vers moi uniquement s'il y a un risque judiciaire parce que je suis directeur de la publication, donc dans ce genre de cas il faut donc ça je l'explique pour que aussi certains de nos d'autres acteurs
qui explique qu'on fait de la com, de la propagande, etc., les trucs habituels. On est comme beaucoup de rédactions, c'est-à-dire qu'il y a de la liberté éditoriale, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites, chacun a son ADN, etc., et c'est important de les respecter. Moi, ça m'arrive de recevoir parfois des messages de gens, y compris notre camp, qui disent « Ah, je suis pas d'accord avec ça, etc. » Je dis « Très bien, mais tu sais, je suis pas forcément non plus d'accord avec ça, mais c'est une ligne qui se porte tant que ça reste dans l'ADN du média. » Donc, on a en fait dans le média plusieurs équipes. On a l'équipe de production qui est là-bas, la régie vidéo. Donc, c'est avec Maxime et Louis qui vont gérer d'autres, soit des freelance monteurs vidéo, soit des alternants. Et donc, eux, ils vont s'occuper de tout l'aspect YouTube, plateforme Frontières Plus, la radio. Les tournages, l'installation. Ici, les tournages, l'installation, voilà. Et ça, c'est une équipe qui va être renforcée. Normalement, on va avoir 3 à 4 personnes supplémentaires à la rentrée. Donc ça, c'est un aspect important. Ils font du très bon travail et où on cherche aussi à améliorer les process pour que ça soit le plus qualitatif possible. Tous les retours des gens, on les prend en compte. Donc ça, c'est la partie. On a une équipe, évidemment, presse écrite qui va alimenter à la fois le site Internet. On a par exemple Lino, que vous avez déjà vu à la vidéo, il fait parfois des décryptages sur YouTube, ce qu'il aime beaucoup. Il vient en matinale faire des éditos parce que la matinale, on l'a vu, c'était un moyen aussi de sortir les gens de la presse écrite et de les amener aussi pour qu'ils aillent parler de ce qu'ils ont écrit sur le site. Nous, on est sur un fonctionnement où on a des journalistes, ils savent écrire, utiliser un téléphone, etc. Ils savent tout matinale, bien sûr. Et c'est quelque chose qui est super important et qui fait qu'on est agile. Ouais, on est couteau suisse. Ça, c'est fondamental. Il faut être adapté, etc. C'est pas comme certaines vieilles rédactions où vous allez demander à celui qu'on va envoyer en Corée du Nord pour écrire un article, vous allez demander de prendre une photo, il dira non, il voudra le photographe voudra l'assistant du photographe. Donc ça, c'est pas notre modèle. La maquilleuse. Donc ça, c'est sûr que c'est la partie presse écrite qui peut épauler ceux qui vont travailler sur le magazine, que sont Jules Laurent, qui est Lauriane aussi, qui est spécialisée sur les questions d'Assemblée nationale, de droit, qui fait beaucoup de la veille le soir. Qui trouve énormément d'éléments d'ailleurs, bravo à Lauriane. Beaucoup d'éléments, et le prochain magazine sera passionnant. Et il y a Emmanuel de Gestas aussi qui est dedans, qui va faire des éléments en dessus, qui bosse aussi sur la cartographie de l'extrême gauche, qui est régulièrement mise à jour. Et à côté, il y a aussi toute l'équipe com de notre ami David, qui est en train de prendre une vidéo qui vient tout juste de rentrer pour faire le boulot de la com. C'est-à-dire que donc, lui, il est directeur de la communication de Frontières. Il est en même temps président fondateur du Média Occidentis, qui est un partenaire de Frontières, notamment sur Instagram, mais depuis peu de temps sur Twitter et sur Facebook. Et donc, lui qui va piloter avec Quentin et avec d'autres. Il y a le Jules Junior qui est arrivé. Ouais, et donc, ils vont faire à la fois la communication, les best-of, les réels, et ils vont aussi aller faire du terrain. On n'a aucun communicant, entre guillemets, chez nous, qui n'est pas aussi journaliste à aller faire du terrain, couvrir des manifestations. Mais on a un mode de fonctionnement, on essaye de plus en plus de mettre des process, etc., de fluidifier. On est pour les connaisseurs, on est sur Notion. Donc c'est pour essayer de cadrer, parce qu'on est des jeunes, mais il faut cadrer la boîte. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais l'idée, c'est qu'il y ait le plus possible d'autonomie. Je vous le dis à chaque fois. Plus vous êtes performant sur la technique, plus on n'a pas à se soucier de la technique et on va plus discuter du fond. Et ça, c'est l'aspect qui est super important, ne pas se laisser polluer par l'environnement pour se concentrer sur le fond, l'éditorial, et le fait d'apporter une plus-value. Ce qui est aujourd'hui le plus dur dans le métier de journaliste, mais objectivement, on soutient toujours. Et il y a la partie des reporters, Jordan Florentin, Baudouin Mousselman qui gère Frontières Plus. J'en ai sûrement oublié parce qu'évidemment, il y a du monde. Il y a aussi un directeur général qui supervise un peu tout ça. C'est un peu good cop, bad cop avec moi sur les autres. Moi, je suis maintenant le good cop. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour que les gens aient de l'autonomie, qu'ils s'épanouissent, qu'on puisse se diversifier. Ça, c'est quelque chose auquel on tient parce que si on veut pouvoir aussi porter tous les projets, à un moment, les gens doivent pouvoir avoir une autonomie personnelle et de ligne. Et moi, je suis content quand il y a des abonnés qui me disent « Ah, j'aime pas tel journaliste, j'aime tel autre ». C'est qu'on a réussi, mais qui disent « Voilà, on se retrouve sur le fond ». Et puis, faut le dire aussi, on en parlait un petit peu avec Guillaume ce matin dans la matinale, mais en un an, parce que maintenant ça fait Guillaume faire qui 2 ans. t'accompagne sur toutes les matinales, qui était vraiment le cœur aussi du projet radio. Totalement, et ça fait bientôt, moi ça va faire 2 ans, ça va faire 2 ans que je suis chez Frontières, donc anciennement Livre Noir. Guillaume nous a rejoint l'année dernière, et déjà
en un an, moi, j'avais vu une évolution. Ça va être la 2e année bientôt qui va se terminer pour moi. Et il y a eu une évolution de dingue, mais aussi sur les profils au niveau individuel. Et tu nous as fait extrêmement confiance à chacun. Tu nous as donné énormément de liberté. Et c'est vrai que je pense que les personnes qui nous regardent peuvent retrouver en chacun de nous quelque chose, ou alors sélectionner les profils qu'ils préfèrent, qui les aiment un peu moins. Et c'est normal parce qu'on reste humain. Et c'est ça aussi, je pense, l'identité de Frontières, c'est que on a cette pluralité d'opinions, on a même en interne, c'est ça qui surprend beaucoup d'ailleurs, quand certains viennent ici, on va avoir des débats, même sur le plateau parfois, c'est là où c'est intéressant et c'est là où on peut vraiment creuser. Oui, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis allé assez peu chercher des profils de journalistes qui étaient déjà ailleurs. Donc, qui ont pu... Il y a des excellents journalistes ailleurs, j'en vois tous les jours, mais pour certains qui ont pu être formatés ou qui ont eu des expériences. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher des jeunes journalistes qui sont du coup assez connectés, comment fonctionnent les réseaux sociaux, les enjeux, etc. Et j'ai besoin d'avoir toujours des plus jeunes. Parce que même moi, j'ai du mal à comprendre cette génération des 17-18 ans actuels. Réseaux sociaux, TikTok... Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, il faut pouvoir les accompagner, les former, parfois faire des formations. Parce que peut y avoir parfois il y a du bagage à compléter, ces éléments, mais à la fin, ce qui est certain, c'est d'avoir une autonomie intellectuelle, de pouvoir se développer. Il y a des hauts et des bas sur les différentes personnes, mais je pense qu'à la fin, il y a une vraie résilience qui reste. Et moi, c'est la fierté que je pense que j'ai quand je vois des gens qui soutiennent le projet, qui me disent, voilà, comment tu fais pour trouver ces journalistes-là ? Et je leur dis, mais vous savez, en fait, la seule chose, c'est vous identifiez quelqu'un qui peut vous écrire, vous trouvez que c'est bien, il y a du peps, même si le nombre de gens ici qui m'ont envoyé des CV pas finis, etc., où ça n'aurait pas dû passer la première étape, vous passez au-dessus de ça, vous voyez la personne, et après, la personne, vous faites juste un pacte. Vous lui dites, à un moment, on est sur un média, on est engagé, il va falloir se donner, etc. Et de facto, ceux qui tiennent le coup, après, ils sont très forts. Et je pense qu'avec le temps, et tu le vois très bien, en fait, il y a énormément de plaisir à se dire que vous faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, et puis sans que quelconque personne imagine quelconque polémique, il y a aussi ce côté où le fait qu'on soit pas toujours d'accord, parfois c'est pas tous les jours tout rose. Il faut dire aussi ce qui est. Selon aussi les actualités, parfois c'est plus ou moins difficile. On reste humain, donc une fois de plus, on a aussi nos humeurs, on a notre vie à l'extérieur. Toi, par exemple, tu fais des horaires de zinzin, notamment avec CNews. On en parlera un peu plus tout à l'heure de ce nouveau rôle aussi que tu as depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est vrai que c'est là aussi où tu as souvent parlé de cet aspect familial et je suis assez d'accord parce qu'en réalité, on s'entraide énormément. Je n'ai jamais vu autour de moi, même parfois dans les entreprises, parce que j'ai fait des stages, j'ai travaillé ailleurs, ce côté où il n'y a pas de concurrence. On n'a pas de concurrence les uns envers les autres. Au contraire, on se lève vers le haut. Je pense notamment à Jordan. Souvent, on parle des réseaux sociaux. Lui, il est vraiment très calé sur les réseaux sociaux. Il a toujours cette exigence envers lui-même de couvrir au maximum les actualités sur le maximum de réseaux sociaux. Notamment, il s'est lancé sur TikTok et on est plusieurs à s'être lancés sur TikTok pour vraiment couvrir ce nouveau réseau social. Mais en réalité, c'est vrai que c'est là où on se bouge tous les uns les autres. Et c'est une vraie force, je pense, une fois de plus pour nous. On se fait confiance, on se dit les choses. Je pense qu'on est très honnête sur ces points-là, ce qui est une fois de plus assez rare. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance. C'est vrai que tu as la bonne remarque là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une énorme exigence. Ouais. Je pense que c'est là, quand on demande c'est quoi la différence de frontières, etc., c'est vraiment l'exigence qui est énorme. Une exigence où de plus en plus, je n'ai pas besoin de la demander. C'est-à-dire que c'est de l'auto-exigence. Mais ça ne veut pas dire effectivement de la concurrence. Je le sais parce que je n'ai jamais quelqu'un dans mon bureau qui vient me voir pour cracher sur un autre ou qui est jaloux sur quelqu'un. Ça m'est vraiment pas arrivé. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'en fait, c'est l'aspect d'équipe, d'aller dans la même direction. Et ça, c'est très important. Ça demande de la maturité parce que ce que ça demande aussi, c'est que les gens sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Ouais. Et on est une génération, c'est très dur. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ah, bien sûr. Et surtout, la génération actuelle, elle est très dure. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, en règle générale, de me retrouver en confrontation où je suis obligé de dire aux gens, à un moment, il faut choisir, il faut se décider. Et on peut ne pas oser le dire. Mais c'est important. Et le choix que fait la personne de se dire, j'y vais à fond ou j'y vais pas, moi,
toujours pour moi ce qui fait la différence entre les personnes, d'accepter les challenges. Et au final, d'ailleurs, sur l'année prochaine, le nombre de projets, il y en a d'autres, il n'y a pas que la radio, mais on ne reviendra pas dessus. Ça. Maintenant, en général, les gens sont volontaires quoi, pour tenir des projets. Et c'est ça qui est génial. Et si j'ai une anecdote à raconter suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale notamment, c'est qu'effectivement, ce magazine, il a fait du bruit, puisque les gens s'y sont encore plus intéressés, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi, en fait, on avait tant que ça voulu interdire le magazine Frontières au sein de l'Assemblée. Ouais. Exactement. Et il faut d'ailleurs savoir que derrière ce magazine, c'était Jules. Jules, plus les jours passaient, effectivement, le magazine était médiatisé, mais parfois on oublie un peu les personnes qui sont derrière et qui les portent. Jules, à aucun moment, il s'est dit, en fait, je suis déçu qu'on parle pas de mon travail, etc. En réalité, on a parlé du travail de la fille, et c'est là où c'est notre force aussi, c'est qu'en fait, on l'a porté tous ensemble, et que c'est pas un objectif égoïste de vouloir se mettre en avant plus les uns que les autres, c'est juste de le porter tous ensemble en groupe. C'est sûr qu'il y a des... Jules, il fait un travail de soldat, c'est-à-dire que il doit aller dans son tunnel, faire son enquête, aller jusqu'au bout, incarner l'enquête, être sur cet aspect, etc. Être sur les plateaux, parfois, le porter. Il peut avoir envie de se battre, etc., mais il est dans son tunnel. Et ça, c'est un aspect qui est important. Chacun doit être à sa place. Et ça, c'est un aspect, effectivement, qui est bien construit et qui doit reposer uniquement sur le fait, d'ailleurs, il faut dire, on met en avant les qualités humaines des gens, etc. Mais au bout du compte, derrière, c'est une histoire d'adéquation à même pas un projet, à une vision, et pas une vision pour un projet, à une vision pour son pays, ce qu'on veut faire de sa vie. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que globalement, on a beau parler de divergence, il n'y a pas de gauchistes dans l'équipe. Donc voilà, ça simplifie les choses. C'est-à-dire que les débats, ils ne sont pas non plus sur des sujets fondamentaux et des divergences énormes. Des valeurs ou autre. On a la même vision des choses. Et donc, c'est quand même ce qui fait qu'à un moment, c'est plus facile. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais quand les gens... Je pourrais presque dire que c'est un business model, c'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas cette vision, ces valeurs et tout, le nombre de temps que je devrais passer, qu'on devrait passer pour faire des réunionites, pour que les gens se mettent d'accord, pour se consoler, etc. C'est pour ça que dans beaucoup de boîtes ou des trucs de la fonction publique ou dans des médias de gauche, ils sont obligés d'être 250, parce qu'en même temps, dès que quelqu'un va faire un article, il va falloir respecter les trucs, machin, et et si son directeur de rédaction veut lui dire quelque chose, il se dit je vais faire attention, je vais pas machin, parce que c'est des boîtes de woke. Donc voilà, nous au moins c'est clair, c'est cash, on comprend pourquoi et ça fonctionne. Exactement. Et c'est peut-être l'occasion aussi de donner un petit message aux gens qui nous regardent, c'est qu'on recrute. C'est Louis qui a passé le message sur les réseaux sociaux, mais évidemment, on va chercher du monde pour septembre, que ce soit des alternants, des personnes qui sont aussi passionnées qu'on l'est aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail, on vous donnera le mail qui sera en description, je préviendrai Maxime pour qu'il l'insère. Et comme ça, vous pourrez envoyer vos CV, vos demandes, vos questions aussi, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on va passer à l'autre partie, effectivement, par rapport aux médias. Forcément, à chaque fois, tous médias, tous ces demandes au niveau des dons impliquent qu'il y a des questions autour des financements. Frontières, c'est Rémi qui demande, est-ce que Frontières a des mécènes ? Parce que c'est une vraie question, est-ce qu'ils interviennent dans la ligne éditoriale ? Ah oui, c'est d'ailleurs des questions qui ont été posées par notre ami de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui essaie de chercher. À chaque fois, il y a toujours cette grande... C'est marrant, les gens... En fait, c'est simple. Les gens considèrent et pensent que Frontières, parce que ça fonctionne, on a un milliardaire et des milliards qui sont mis. C'est extraordinaire à chaque fois. Dans le même temps, ils ne vont pas voir qu'à chaque fois, on va faire la promotion de nos magazines pour vendre nos magazines, qu'on va faire des abonnements numériques, magazines, qu'on va faire des campagnes de dons. Et en fait, il y a des gens, ils sont tellement, notamment à gauche, tellement habitués à être subventionnés qu'ils ne savent pas ce qu'est un média qui fonctionne, en fait. Oui, un média qui ne va pas dépenser n'importe où, un média qui va être engagé, qui va beaucoup travailler, avec des jeunes qui ont envie de se donner, etc. Et ça ne leur parle pas. Non, mais et ça crée des fantasmes. C'est quelque chose qui est vraiment fou, et ça arrive même dans nos milieux. Des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment vous faites ?» Ce qu'on fait, c'est qu'on vend. En fait, il y a un business plan, il y a un mode de travail qui est important. En termes de structure, pour les questions qui sont posées, c'est des données publiques. Aujourd'hui, c'est une société, parce que pour avoir un média Frontières, c'est une société. Cette société, aujourd'hui, elle a 5 actionnaires. Donc, il y a 2 petits actionnaires, je dirais, qui sont Vincent et Delphine, qui ont chacun 1,9%, je crois, de médias. Vincent, c'est notre responsable du SAV.
Donc, c'est lui, à chaque fois, quand vous êtes abonné, qui règle vos problèmes, etc., qui est un ami de longue date. Et Delphine, qui est notre directrice artistique, qui s'occupe de toute la partie graphique et donc qui est également une amie de longue date. On a également Géraud Verny, donc, qui est un industriel aujourd'hui, qui était industriel, donc quand je l'ai rencontré, qui est devenu actionnaire, il était industriel, il travaille un petit peu dans tout ce qui est reprise d'entreprise. Donc lui, il va faire quoi ? Il va pouvoir... quand une entreprise est en difficulté, qu'elle va être liquidée, eh bien lui, il va proposer devant le tribunal de pouvoir la récupérer et il va la remonter pendant 6 mois. Il va parfois, et ça arrive qu'il dorme dans l'usine, il va remonter l'usine, il va créer de l'emploi et donc ça, c'est génial. Moi, j'ai visité ces usines, c'est absolument formidable ce qu'il fait. Il travaille dans plein de choses, il travaille dans des domaines notamment de l'industrie parfois qui peut être liée à l'armement, mais pas l'armement, plus de technique, hein, c'est-à-dire pas créer une arme, tout ce qui peut être un petit peu autour, le tour d'un camion, etc., ou quelque chose comme ça, et il va faire tout ce qui est composite, voilà. Donc lui, c'est vraiment un industriel, et il s'avère que lui, mais c'était après qu'il soit devenu actionnaire, lui s'est lancé aussi en politique, parce que l'été dernier, il est devenu député UDR, donc avec Éric Ciotti. Donc je dis, parce que parfois, et moi à la base, c'est un ami. Donc lui, il a 20% aujourd'hui du capital. On a également un ami qui est un Français qui est à Londres aujourd'hui, qui a donc 16,5% du capital. Lui, son nom, il n'est pas sorti. C'est sorti par une structure qui s'appelle Vauban Limited. Notre ami Antoine Léaumont en a beaucoup parlé. Et donc, il essaie de savoir qui était derrière. Il a demandé si Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire, était derrière, etc. Et tout simplement, pourquoi son nom n'est pas sorti. Il a une trentaine d'années. Il est entrepreneur dans la tech, parce que c'est d'ailleurs moi qui lui ai conseillé. Je lui ai dit, écoute, si ton nom sort, tu n'auras plus de vie. Voilà. Donc, en fait, il sortira un jour. Donc les gens verront un jour que j'ai dit vrai. Dans l'immédiat, lui, je lui ai dit, écoute, il faut que tu te protèges, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous savez qu'il faut savoir que même quelqu'un comme moi, j'ai des comptes bancaires uniquement en ligne, j'ai pas de compte bancaire, voilà. Si je veux faire des prêts, j'ai essayé récemment de faire des prêts, j'ai l'interdiction de faire des frais bancaires, etc. Je suis complètement carbonisé sur le secteur. Donc faut avoir conscience de ça. Et le média, nos comptes bancaires sont fermés tous les 6 mois, etc. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Les gens sont pas forcément au courant. Non, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte qu'on peut être très comment dire, très marqué sur des choses. Bien sûr. Et les gens n'ont pas conscience non plus que, par exemple, ils vont nous dire, oui, mais vous avez maintenant du coup un député qui a 20% du capital. Bon, déjà, avant qu'il soit député industriel, c'est là où il est rentré, c'est un ami. Moi, je suis plutôt fier qu'il se soit dit, je vais aller dans l'arène politique. Il continue en même temps à être dans ses entreprises, il travaille sur un fonds, il est à la commission des finances, il travaille sur l'économie, etc. Il s'entend avec tout le monde à droite, que ce soit chez LR, que ce soit chez il a une vraie légitimité Zemmour, aussi, au RN, etc. Ça, c'est un aspect qui est important. Mais en fait, quand vous êtes député, vous êtes ce qu'on appelle une personnalité politique exposée. Vous êtes PPE. Et dans la législation française, quand vous êtes PPE, il y a des warnings, en fait. Donc, s'il y a des choses folles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peuvent ne pas aider sur ce côté exposé politiquement. Mais je leur remercie d'être là. Et donc, les 60% restants, c'est moi qui suis l'actionnaire aujourd'hui, qui suis le président. Et donc ça, c'est moi en tant que directeur de la rédaction qui explique et qui répond à cette question à nos auditeurs. Je pense qu'il n'y a aujourd'hui en France aucun média où le directeur de la rédaction est président, actionnaire principal, donc propriétaire du média. Ça n'existe pas. Ça m'est arrivé d'avoir des appels de Libération, de l'Opinion qui me disaient « Oui, quel est votre actionnaire ? Est-ce que ça vous dérange ?» Je dis « Attendez, votre directeur de la rédaction, est-ce qu'il est actionnaire majoritaire de votre média ?» Ils disent non. Je leur dis voilà. Donc, quand vous allez lui demander quelque chose sur votre article, lui, potentiellement, il doit demander l'autorisation à quelqu'un d'en haut. Moi, quand mon stagiaire vient me voir, je n'ai pas besoin de demander. Donc, moi, j'ai des statuts où j'ai une liberté totale, où je n'ai aucun contrôle à part ce qu'on appelle le droit à l'information à mes associés, mais je n'ai aucun droit de veto, rien qui peut être donné. Je peux lancer des projets radio, tout ce qu'on veut, sans valider. Évidemment, je les associe, etc., parce que c'est une équipe d'abord d'amis. On est sur un projet qui est un projet d'abord éditorial et qui est un projet de fond de défense de la liberté de la presse. C'est essentiel, c'est pas un projet business, ça, c'est une chose qui est importante. Mais pour moi, ça tient à cœur
d'avoir encore le contrôle, donc à 60%, ce qui fait que je suis président, mandataire social, directeur de la rédaction, et c'est d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit et je le dis là, c'est ce qui fait que je suis le seul dans cette rédaction qui n'ait pas de carte de presse. Donc ça, c'est un aspect qui est assez fou, je ne l'ai jamais expliqué. Donc moi, je peux passer mon temps à aller dans des pays à l'étranger, dans des zones qui peuvent être dangereuses, etc., où la carte de presse est censée me protéger, mais je n'ai pas la carte de presse parce que quand il n'y a personne au-dessus de vous, vous êtes normalement, pour une carte de presse, il faut être dans une logique où il y a au moins un N+1 au-dessus de vous. Et moi, j'ai fait des recours administratifs, etc. Et ils ont, ceux de la carte de presse ont dit non, vu vos statuts, vu votre capital, vu ce que vous avez, etc., vous ne pouvez pas avoir la carte de presse. Donc, d'une certaine façon, l'autonomie que j'ai me dessert sur ce côté-là, mais a été complètement certifiée par cet élément. C'est objectivement quelque chose de problématique, hein, parce que, en fait... et donc, ça arrive d'avoir d'ailleurs des directeurs qui ont eu des cartes de presse, mais sur des renouvellements de cartes de presse, parce qu'ils n'ont pas commencé comme directeur. Mais vu que j'ai commencé comme ça, voilà, c'est assez compliqué. Mais donc, voilà sur le modèle en termes de structure aujourd'hui, sur la question... principale. Et donc, comment on fonctionne aujourd'hui? On a un chiffre d'affaires qui est entre 1,7 million et 2 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires, il est constitué par quoi? Je suis technique, mais c'est les éléments qui sont importants. Aujourd'hui, nos dons, ça représente que 7%. Donc, c'est quelque chose qui est important pour les projets que j'ai dit. C'est pour ça que j'invite les gens à faire un don défiscalisé. Mais on ne fonctionne pas que sur les dons, ce qui rassure les gens. C'est-à-dire que demain, on est pérenne. Ensuite, on a les ventes en kiosque qui constituent quand même à peu près 40%. Donc, quand vous allez acheter votre magazine, etc., dans les kiosques. Et il y a la partie abonnement qui représente quasiment 50% aujourd'hui, qui est la partie la plus importante parce qu'elle donne de la pérennité. Quand vous avez des abonnés, vous savez, vente en kiosque, un jour, les gens peuvent décider de ne plus aller acheter en kiosque. L'abonnement, vous avez une visibilité sur 1 an, sur plusieurs années. Tout le monde ne va pas se désabonner comme ça. Même si c'est très facile de le faire en un clic, c'est important. Mais il y a ce côté-là voilà, qui est important. Et après, l'aspect publicitaire, en fait, il y a très peu de pubs chez nous. Les pubs sur YouTube que les gens voient, ça ne représente même pas 70 000 euros, ça ne représente même pas 6 000 euros par mois. Donc, c'est absolument rien. Et nous, en fait, si on avait accès au marché publicitaire, avec toutes les vues qu'on fait, on fait quasiment 1 milliard de vues annuelles, on aurait 2 fois plus ce chiffre d'affaires. Ce serait une évidence aujourd'hui. Mais on n'a pas accès à ce marché publicitaire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on démultiplie les capacités de ressources parce que demain, on a ce qui fait que le média fonctionne bien, c'est qu'on repose sur les dons, sur les abonnements, sur les magazines. On lancera aussi des ventes de peut-être de t-shirts, de goodies, etc. à la rentrée avec la radio. Ah ben voilà, donc j'y réponds. J'ai un coup de fil ce matin à ce sujet justement. Et normalement, on va le mettre en place parce que le but, et c'est important, et je le dis pour que nos abonnés soient rassurés sur la pérennité à long terme, le but, c'est qu'à un moment, on le sait, ils ont parfois des entreprises, peut y avoir un aspect qui va baisser et il faut pouvoir tenir. Et ça, c'est important de le structurer. Et en termes de donateurs, d'ailleurs, par rapport à l'écosystème de droite, je pense qu'on est le média qui a le moins de dons parce qu'on est le plus jeune, parce qu'on parle peut-être à des gens moins âgés que certains, parce qu'on n'a pas des fichiers mail qui peuvent dater de la manif pour tous, etc. Et donc, il a fallu tout constituer. Moi, je ne suis pas du tout connaisseur des systèmes de dons. Et donc, en fait, au contraire, le modèle de dons, il y a des médias, ils ne reposent que sur les dons. Ils peuvent lever 800 000 ou 1 million d'euros de dons par an. Donc, nous, il faut qu'on puisse développer ça en parallèle de tout le reste. C'est ça. Et puis, hormis le fait comparé à des médias qui peuvent être aussi de droite et qui ont déjà une base de données, il faut aussi rappeler que notamment Mediapart ne vit que grâce aux donateurs et à leurs abonnés principalement, puisqu'ils ont vraiment cette force-là. Il faut aussi dire qu'à gauche, il y a cette force d'avoir des soutiens au quotidien. Alors, je ne dis pas que vous ne nous soutenez pas et vous êtes très nombreux à nous soutenir et on vous en remercie évidemment, mais il faut continuer. C'est pas pour... souvent, je vois quelques détracteurs dire « oui, vous êtes toujours en train de demander ». Non, on ne demande pas, c'est juste que c'est le seul moyen aussi qu'on a d'exister parce que, comme tu le précisais, on n'a pas de publicité, on n'a pas accès à ce type d'offres, on n'est pas à être payé par le service public, etc. On est 100% indépendant, mais cette indépendance, elle a un prix. Ah ben ça, c'est super important. Hein. C'est-à-dire que si demain, je pourrais, hein, si je voulais, financer toute la radio, plein de choses. Je peux vendre mes 60% de parts, je fais rentrer un très gros riche, il me fait un très gros chèque, il met beaucoup d'argent dans le média, et voilà, mais on perd une indépendance. Tu as déjà eu des propositions ? C'est un aspect qui est important. Ah bah ça, de toute façon, je
pense que de facto, si je voulais arrêter demain, ce serait pas difficile parce qu'on a un média qui Qui est cartonne, solide, qui ouais. marche bien, qui est solide, etc. L'enjeu, c'est surtout de garder de la marge. Moi, je trouve que c'est important. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être la différence, c'est que les gens se diraient, on peut pas prendre ces trucs parce que si on perd l'ADN, on perd tout. Donc d'une certaine façon, ça serait assez compliqué là-dessus. Donc il faut qu'on maintienne cet ADN, il est essentiel et c'est ce qui motive aussi les gens. Et donc, mais tu l'as dit, c'est-à-dire que Mediapart, c'est 240 000 abonnés payants. Il n'y a pas la culture de l'abonnement à droite, nous on la développe, moi je me bats pour ça. Au final, d'être à 10 000 abonnés aujourd'hui, c'est bien. Par rapport à ce qu'on fait, il faut que l'été prochain, on soit 25 000 et que pour la période présidentielle, on soit à 35 000 abonnés. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas faire un magazine aussi qualitatif qu'on va vendre à 3 euros. Donc ça c'est important. Et dans le même temps, on fait plein de choses gratuites. Donc c'est ça. Et ceux qui ne peuvent pas donner, ceux qui ne peuvent pas aider, c'est les autres qui aident, etc. C'est cet Mais écosystème. même un like, un partage, Bien sûr. ça compte énormément. Et ça, ils le font très très bien. On l'a vu là, comment il y a eu des raids contre Cerfia, parce qu'ils disent que Cerfia a été racheté par Pierre-Édouard Stérin, etc. Ils ont fait perdre 100 000 abonnés Twitter à Cerfia en 24 heures. Ils sont 1000 fois mieux organisés, je le dis tout le temps. La gauche Internet a repris le dessus depuis plusieurs années, depuis 2022 et la déception suite à l'élection présidentielle. Et nous, on n'a pas été forcément capable de faire cet exercice de pédagogie auprès du public, Ouais. en leur disant à un moment, si vous voulez qu'on pousse vos thèmes, il faut se coaliser, il faut qu'on fasse le maximum ensemble. Et ça, c'est important. Et ça, je pense que c'est la différence avec ceux de Frontières et ceux qui ont, je pense, suivi depuis le début cet entretien qui est très technique. Et j'excuse ceux qui le sont moins, mais je pense qu'il faut donner ces éléments-là. La différence de Frontières, c'est que on professionnalise des choses qui n'étaient pas professionnelles et qui n'avaient pas... Voilà, il y avait plein de gens qui pouvaient être influenceurs, tenter des trucs sur Instagram, etc., mais qui, au bout de 12 ou 24 mois, allaient abandonner parce qu'à un moment, il C'est un rythme. faut avoir une vie. Ou alors, ces gens-là peuvent pas non plus... Ils doivent être avec des équipes, ils doivent être formés. Donc, nous, on a incubé des gens comme Julien Girard, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Doc, qui a 55 000 abonnés YouTube. On travaille avec des gens comme Georges. Il y a le cas, évidemment, de David sur Oxyantis, qui a le premier média Instagram. Mais professionnaliser tout ça, c'est un aspect qui est super important. Mais la promesse, c'est qu'on leur dit on va faire le maximum. Donc, le maximum, c'est la radio. On a d'autres idées de projets, etc. Il faut que la radio fonctionne et il y en a d'autres. Et ça, c'est des aspects qui sont importants parce qu'aussi, il faut toucher des publics différents. Et toucher des publics différents, c'est aussi varier les formats, varier les thèmes. Je vais passer à quelques questions qui ont été posées sur, on va dire, ton rythme, tes passages médias, etc. Et après, pour conclure, je pense, ce long, podcast, après, sinon ça ferait un peu trop long, on piochera quelques questions parce que certains aiment te voir réagir aux actualités. Et je pense que par rapport à ces réactions aux actualités, je pense qu'on peut parler de CNews. Tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, mais beaucoup se demandent aussi à quoi correspond ce rythme et comment est-ce que tu as adopté ces derniers mois ce nouveau rythme qui est quand même très intense. Alors, c'est sûr que ma vie a changé depuis, je pense, le 31 décembre. C'est-à-dire quand Christine Kelly m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux faire Face à l'info ?» Je suis très content, très fier de débarquer dans cette équipe de mousquetaires. J'arrive sur un moment où ils ne sont pas tous là, c'est la période des vacances. Je sais qu'il faut être bon parce qu'en fait, la télé, c'est quelque chose de très violent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon, vous n'avez plus votre chance. Donc ça, c'est un aspect... Donc, on a bossé le sujet et j'avais un bon sujet. Le sujet, c'était le bilan de la sécurité sur l'année. Donc, il y a de quoi dire. Donc, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'elle m'a dit, voilà, je te rappelle. Et en fait, je suis venu 3 fois de suite. Ça lui a beaucoup plu. Je pense qu'il y a eu des échanges aussi, des gens sympathiques. Je ne les citerai pas, qui d'ailleurs ne me connaissaient pas et envoyaient des SMS en disant, il est pas mal, etc. Machin. Et franchement, ça me touche. Et donc après, en fait, Gauthier Lebret sur 100% politique reprenait l'émission 100% politique, la tranche du soir sur CNews, et il devait se constituer une petite équipe de gens fidèles qui venaient régulièrement, avec des jeunes, des plus âgés. Et donc, j'ai eu la grande chance et l'honneur de pouvoir être choisi au début dans cette équipe, ce qui n'était pas dit que ça dure, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois... ça peut faire... c'est des tests, c'est toujours des tests permanents. Et au final, ça fait maintenant 6 mois que je fais tous les soirs, du lundi au vendredi. Donc, j'ai une belle équipe avec Éric Revel. Certains parfois disent qu'on se chamaille, mais ça fait partie pas du jeu, mais on doit débattre, on a des divergences.
Il y a Arnaud Dacier aussi, qui est formidable. Il y a Rachel Kahn. J'aime bien débattre avec Amine El Khatmi et d'autres. Vraiment, ils sont tous sympathiques sur le plateau. Et Gauthier anime l'émission d'une façon géniale. On le salue d'ailleurs, parce qu'il fait des superbes émissions. Bien sûr, la vérité, c'est que Gauthier Lebret arrive parfaitement à créer une sorte d'émission où il y a de l'ambiance, il y a de la bonne humeur. Moi, j'avais du mal au début à mettre dedans. Je prenais les choses de façon très consciencieuse. C'est un format à part entière. Bien sûr, c'est un nouveau. Voilà, il fait un mix avec un peu de Pascal Praud. Il fait beaucoup du Hanouna parce qu'il est avec lui de 16-18 sur Europe 1. Il en a fait aussi beaucoup le week-end sur TPMP quand C8 existait encore. Et donc, il y a ce côté d'ambiance et en même temps du fond punch. Je pense que c'est une émission où, honnêtement, on a des vrais débats et moi, j'ai une liberté de parole qui est géniale. Donc, on fait toujours attention par rapport à l'Arcom. On n'a eu aucun signalement de l'Arcom sur cette émission depuis 6 mois. Et en même temps, je pense que c'est une des émissions où on peut aller le plus loin sur le fond des sujets. Moi, je peux faire un débat qui va être très dur, très tenace face à un Amine El Khatmi, où je vais lui dire clairement que je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public, que demain, on peut se retrouver sur une forme de république islamique en fonction du changement démographique. On respecte la loi, on respecte les cadres de l'Arcom. Gauthier aussi joue son rôle qui est important et fondamental de contradicteur. Ça, c'est un aspect important. Mais je me sens vraiment bien pour pouvoir développer les sujets. J'adore tous les messages. Tous les soirs, quand je rentre, je reçois plein de messages sur Instagram, sur LinkedIn. Tu sens qu'il y a eu un changement par rapport à ça aussi qui est énorme. C'est-à-dire que CNews, c'est une machine de guerre. CNews, c'est un niveau d'adhésion des gens qui est dingue. C'est-à-dire que c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me balade, j'ai toujours des gens qui viennent me voir. Et c'est sympa, parce qu'en général, c'est toujours ceux qui t'aiment bien, et ceux qui t'aiment pas, ils viennent pas te voir, en fait. En général, ils critiquent que sur les réseaux. Ouais, ça, tant mieux, je me suis pas fait insulter les 6 derniers mois, et je ne me déplace jamais sans avoir quelqu'un qui vient pas me dire merci, monsieur Tegner, etc. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. Donc je remercie ce public, et qui est la force de CNews, mais qui tout simplement s'est mis sur un créneau vraiment de liberté d'expression dont on avait besoin dans le pays. Et donc moi, voilà, ça veut dire que j'ai beaucoup de plaisir. Je pense que je serais pas resté comme ça tous les soirs si j'avais pas le plaisir d'avoir une belle équipe, de pouvoir dire ce que je pense, parce que d'abord, je suis directeur de la rédaction de Frontières et journaliste pour Frontières avant d'être intervenant sur CNews. Donc je veux conserver ma liberté d'expression. Et les cadres de CNews, d'ailleurs, apprécient ça. Et également, j'ai beaucoup l'opportunité même de développer des documentaires qu'on peut faire sur Frontières, des images, Gauthier les reprend, etc. C'est-à-dire qu'aussi, ce côté de reporter du terrain, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Donc là, oui, du lundi au vendredi, 21h, 23h30. Je suis le seul chroniqueur qui reste du lundi au vendredi et qui fait 23h, 23h30 avec Julien Pasquet, Gauthier, le meilleur de l'info. Donc, je rentre chez moi à minuit 10. En général, je suis fatigué quand j'arrive à 20h30. 21h, l'adrénaline fait que j'ai la patate. Du coup, je ne m'endors pas avant 2h30 parce que trop d'adrénaline. Ouais, donc, j'ai un peu des journées difficiles. Mais je pense que ça peut compléter un petit peu la question qui va suivre. C'est Julie qui demande... Ce qui fait que je ne suis pas à la matinale le matin. Oui, c'est ça. Ça explique un peu parce qu'au tout début de l'année, vous le voyez avant, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va laisser un peu se reposer quand même. C'est Julie qui demande... Comment est-ce que, à titre personnel, tu gères la pression? Parce que c'est vrai qu'à la fois, tu as la fatigue, à la fois, tu as les responsabilités d'un média, tu as les risques financiers, tu as les risques du rythme qu'on a tous. Comment est-ce que tu gères cette pression-là? J'en ai plus rien à foutre. Non, objectivement, c'est quelque chose de... ça sort du fond du cœur. C'est-à-dire que je pense que les 6 derniers mois ont été des mois vraiment durs. C'est-à-dire, il y a eu CNews, il y a eu LFI avec toutes les procès, etc. Il y a eu les avocats. Aujourd'hui, j'ai reçu encore des courriers la semaine dernière. Non, mais vraiment. Non, mais ça, on va le garder. Non, mais dans le bon sens. Bien sûr. Mais exactement. Pour qu'on voit à quel point ça donnerait une belle réponse, ça ferait un beau mème pour répondre à tous les gens sur Twitter. Et en fait, tous les gens, et les gens qui vont faire des articles. Non, mais moi, quand je regarde ma fiche Wikipédia, j'ai l'impression d'être un taré. Ouais. J'ai l'impression d'être un cinglé. Et en fait, j'ai quand même l'impression que depuis des mois, ils veulent nous tuer. Et ben, on est là, quoi. Et en fait, quand t'es encore là, tu leur dis, écoutez les gars, maintenant, on est des bulldozers. Et effectivement, honnêtement, plus rien me touche.
mais plus rien du tout. Et ça m'a pris des années avant d'être comme ça. Et l'équipe, en fait, tout est ultra carré. En fait, on est une armée, on est dans nos chars, on a les derniers chars, derniers cris, on a l'infanterie, on a les missiles, on a tout. Et donc ouais, c'est agréable. Et je sais qu'on a un public qui soutient. Complètement. Donc ça, c'est un aspect important. Quand on se fait hacker par l'extrême gauche, derrière, moi, quand je dois mettre mon dev la nuit, plus une équipe de sécurité informatique qui ont passé 10 jours en veille, y compris le week-end de nuit, parce que même nos assureurs, parce qu'on a des assurances, ils n'avaient pas des gars assez compétents pour le faire, ça nous a coûté 20 000 balles. Mais on sait qu'on peut assurer parce qu'on a un public qui est derrière. Et donc, bon, là, ils ont loupé tous leurs trucs. Et du coup, on va en mettre une couche à la rentrée. Et puis pour te citer, quand tu dis t'en as plus rien à foutre, je pense que c'est quelque chose qui se transmet un peu comme auparavant quand il y avait vraiment des gros enjeux pour passer des caps, parce qu'à chaque fois c'est des caps à passer. Il y a eu Frontières Plus dernièrement, mais l'année dernière ça a été la matinale, et avant ça il y avait eu le premier magazine au tout début. Là on est déjà au numéro 7 bientôt, enfin, c'est quand même un sacré travail qu'il y a derrière, et je pense que c'est vraiment une fois de plus une synergie qui est globale, c'est que tous, quand on entend parfois des gens qui nous critiquent, qui vont nous demander, parfois à titre personnel, je reçois aussi des messages, David il va en recevoir, Jules pareil, en fait on n'en a absolument rien à faire, parce que la réalité c'est qu'on sait pourquoi on est là, on sait comment le faire, on sait qu'on n'a pas besoin de ces détracteurs pour vivre, et qu'on a besoin que de vous une fois de plus, et donc à partir de là en fait on est complètement... Non, mais on a accédé à ce qu'on appelle le chakra. Non, c'est-à-dire une forme de... peut-être que... Alors après, il faut pas... je vais rassurer ceux qui nous regardent, on est vigilants. Oui, on n'est pas des bien fous sûr, non plus, on n'est pas des fous. Non, je pense que ça se voit quand même, j'espère qu'on n'est pas des fous, Ouais. on pêchera jamais par orgueil, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'on est peu, et c'est pas parce que là on est dans le sous-sol avec les trucs, c'est un peu un bunker. Donc c'est-à-dire qu'on a réussi à se constituer quelque chose qui est important, et puis on n'a pas eu le choix non plus. Et il n'y a pas eu le choix, effectivement. Donc, et ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde sur leurs équipes. Moi, j'ai pris du temps à voir ce genre de choses. Et à un moment, c'est résilient. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on tient. Parce qu'on en a vu des galères, des choses compliquées, etc. Et on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Chaque fois, on se dit, magazine d'après, s'il ne marche pas, un magazine qui ne marche pas, ça peut être vite un mois un mois sur l'année qui est flingué. Donc, qui fait que financièrement, ça peut être très dur. Donc, mais bon, à un moment, faut y aller. Et surtout, il y a des enjeux beaucoup plus grands aujourd'hui, notamment sur les 2 prochaines années, quoi. J'allais te faire rebondir sur les actualités, mais je pense qu'on peut aussi inviter nos auditeurs à regarder peut-être au quotidien ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce que tu réagis très régulièrement, sauf si tu veux répondre à 2-3 questions. Je pense qu'il y en a une qui est assez intéressante et qui englobe toutes les actualités. C'est comment est-ce que tu entrevois l'avenir, notamment politique, des prochaines années, sur, tu vois, il y a un peu Bruno Retailleau, il y a le débat, est-ce que ça sera Marine Le Pen, est-ce que ça va être Jordan Bardella? Toi, comment est-ce que tu envisages là, petite boule de cristal devant toi, qu'est-ce que tu y vois? Alors, je pense que déjà, c'est une période politique d'opportunité. Ça, c'est quelque chose de réel. Emmanuel Macron, c'est fini. Donc, c'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui s'arc-boute au pouvoir, qui fait que de toute façon, il peut être élu, qui va nous inventer je ne sais pas quelle crise, ou qui va la surjouer, ou essayer de faire peur aux gens, ça, c'est fini. Donc, c'est une période d'opportunité. C'est tellement une période d'opportunité que certains détracteurs de gauche ont essayé de tuer Marine Le Pen. Mais ce n'est pas dit qu'elle soit tuée. Moi, je pense qu'il y a une possibilité, je crois vraiment, que le camp dit national gagne la prochaine élection présidentielle. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et je vais vous dire, je le suis convaincu, ce qui fait qu'en tant que média, je me projette déjà sur comment on ferait. Comment vous retrouvez si vous êtes un média qui n'est plus dans l'opposition? Non, mais c'est les questions que parfois les gens se demandent. Mais bien sûr, on ne sert plus à rien, comment on fait? Donc, je ne dis pas que j'ai l'inquiétude que le camp national gagne, mais c'est quelque chose que je prends en compte. Je dois le prendre en compte. Ça veut dire que je pense que c'est possible. Une chance sur 3. C'est une grosse chance, une chance sur 3. Je pense qu'on peut se retrouver aussi avec un second tour avec Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, la clé, c'est qu'est-ce qui va se passer sur la droite. Moi, je pense, même si j'ai toujours été pour cette idée d'union des droites, je pense qu'une union des droites, c'est d'abord un état d'esprit. Je ne vois pas de problème que demain, il y ait des candidats comme Bruno Retailleau, Éric Zemmour ou Sarah Knafo, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Je ne vois pas le problème, c'est une complémentarité. Ce qui compte, c'est qu'à un moment, l'un de... J'ai Bruno Retailleau, je l'implique sur l'aspect de droite,
mais je ne le mets pas dans ce bloc national. Ça, je tiens à le préciser. Mais entre Éric Zemmour et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ce qui va compter un moment, c'est qu'il y en a un qui soit vraiment en dynamique. Il ne faut pas qu'il y ait du 12-12. Voilà. Mais il y a quelque chose qui fait que, de toute façon, avant le premier tour, à un moment, il y en a un qui prend le dessus. Parce qu'il faut un candidat du premier tour qui soit sur une dynamique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, ce qui va compter, c'est de ne pas se faire avoir par des pseudo-candidats centristes. Donc, moi, à titre personnel, Bruno Retailleau, je pense que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui, en tant que ministre de l'Intérieur, fait le maximum de ce qu'il peut. En revanche, le problème, c'est ceux qui sont sur la photo. Donc ça, c'est un souci énorme. Le problème, c'est l'alliance avec les centristes. Donc, son passé également sénateur. Et donc, c'est ce qui fait que s'il ne rompt pas avec eux, et il ne rompra pas avec eux, parce que même stratégiquement, il n'a aucun intérêt aujourd'hui à rejoindre Marine Le Pen. Parce que sinon, il dégage un espace et il est terminé. Donc, c'est ça qui est problématique. Mais je vais vous dire, je préfère Bruno Retailleau à Édouard Philippe. Et la réalité, elle est là. Et ça ne veut pas dire qu'on peut dire une préférence, qu'il faut dire vous votez pour, etc. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Mais c'est ce qui fait qu'on va fonctionner, non pas, nous, en tant que médias, on ne va pas être, on va être tenace, on va être critique. Hein. J'ai déjà eu des échanges avec le cabinet de Retailleau qui sont durs, qui sont exigeants, etc. On va pas, notre enjeu n'est pas d'enquêter sur Bruno Retailleau aujourd'hui. Je ne le mets pas dans le camp de la gauche, ça c'est certain. En revanche, je mets en termes d'engagement pour dévoiler l'arnaque et le danger de certaines personnes, quasiment à égalité, pas à égalité, mais dans ma tête, ça revient à ça, entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, Édouard Philippe, vous dire, c'est pire que Macron. C'est pire que Macron. Macron savait ce que c'était. Édouard Philippe, c'est la grande réconciliation, grand moufti, qui va réconcilier tout le monde avec l'islam et compagnie. Ça va être une catastrophe, il va endormir tout le monde. Il n'y a rien de pire. Donc ça, ce qui est certain, c'est que l'extrême centre, on se concentre beaucoup sur l'extrême gauche. L'extrême centre, frontière, on ne va pas faire de la promo une fois sur 4. Il n'y aura jamais. De toute façon, on fait de la promo de personne. Mais l'idée, c'est qu'on aura une exigence qui sera réelle. Il n'y a aucun sujet dessus. Ouais, c'est clair. Et puis, évidemment, je n'appelle pas à voter pour des gens. Parce que de toute façon, si je dis pour qui je vote, on se fait... Voilà, c'est-à-dire qu'on a des préférences, mais on doit, en tant que journaliste, la vie n'est pas la même chose. C'est une évidence. Tout comme des sujets d'actualité. Les gens doivent en avoir conscience. Je pense que, voilà, on peut le dire et sans le cacher, c'est qu'on a tous aussi nos opinions propres, une fois de plus, en tant que journaliste. On a même des discussions entre nous, on a des débats, on a des divergences sur énormément de points, sur des personnalités. Et c'est là aussi où on a plaisir d'inviter toute personne, parce que ça permet de répondre aussi aux attentes de tous nos abonnés. Mais ça, maintenant, les gens l'ont compris. C'est vrai que dans les questions qu'on reçoit, c'est moins des « pourquoi vous recevez pas plus de telle personne ?» etc. Bon, ça arrive encore un petit peu. Alors, des gens disent ça, mais les gens de gauche peuvent pas venir. Le monde, c'est plus comme avant. C'est fini. L'époque, il y a 5 ans, où des gens de gauche venaient chez nous, les gens ne veulent plus. Seule personne qu'on reçoit qui va être de gauche, entre grands guillemets, c'est Nolo et Kuzmanovic, et qui est super à chaque fois, qui est vraiment de la partie... Qui m'a mis un gros taquet ce matin sur Twitter, mais on l'invitera quand même. Oui, mais ça, c'est pour dire à nos auditeurs. C'est-à-dire que moi, des gens, on reçoit ici, il y en a, ils vont me clasher, il y en a, ils vont critiquer derrière, etc. Notre enjeu n'est pas ça. Donc, l'opinion de pour qui je vais voter, pour qui tu votes, il n'est pas important. Et ce que les gens qu'on reçoit, les gens ne savent pas, ce qu'ils aiment sur nous, c'est pas machin. Donc oui, notre cher Kuzmanovic, avec qui je m'entends très bien, il a fait un gros tweet où il m'a défoncé, etc. Mais je ne suis pas à rentrer dedans. C'est le jeu du débat, mais c'est pas mon rôle de débattre sur Twitter. En fait, il y a d'autres ennemis. Parfois, les gens demandent des justifications, ils expliquent, etc. Partent du principe que je ne réponds jamais quand c'est quelqu'un qui est de notre camp, même si c'est une personne, j'aime beaucoup Kuzma, mais même si d'autres sont des gens que je n'aime pas, avec qui je peux avoir des conflits personnels. Pour moi, l'union des droites, c'est ça. C'est l'union des patriotes. C'est qu'en fait, il faut économiser notre temps et se concentrer sur le vrai danger. Le vrai danger, c'est l'extrême gauche et l'extrême centre. Je pense qu'on va poser la toute dernière question qui permet de bien conclure ce podcast vidéo qui aura déjà été bien complet pour les personnes qui seront restées jusqu'ici déjà. C'est une question d'avenir un peu plus pour Frontières. Je me demande comment est-ce qu'ils ont pu poser cette question, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont demandé ça. Vu tous les projets qu'on vous sort depuis des mois à la chaîne, mais ils demandent quand même, est-ce qu'on pourrait avoir des idées de ce qu'il y a pour l'avenir ?
de frontières. C'est déjà pas mal. Hein. C'est clair. Tu sais, ça va me tuer. Alors, d'ailleurs, je pense que quand les questions ont été posées, on n'avait pas annoncé Non, la c'est vrai, radio. t'as raison. Donc, c'est ça aussi. Parce que le gros avenir, c'est la radio. Et si cette radio pour lesquelles on vous appelle, encore une fois, à faire des dons, et ça peut être vraiment que 5 euros ou autre, parce que le but, c'est de coaliser aussi du monde. Parfois, des gens font des très gros dons également. Je les remercie. C'est parce que la radio, c'est du long terme. Parce que demain, on est en web radio. Demain, on ouvrira peut-être des bandes FM. Là-dessus, j'ai une petite hésitation parce que le jour où on les ouvre, on a l'Arcom. L'Arcom, ouais. Donc, ça dépend du timing. Mais à un moment, on va quand même partir. On peut partir, on pourrait partir si on a un modèle économique pérenne, global. C'est pas la même chose. On va pas prendre ce risque-là. De toute façon, c'est des dépôts de dossiers. Je pense qu'on va déposer des dossiers et on verra ce qu'il en est. Mais des bandes FM, s'ouvrir sur différentes régions, différentes choses. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Ensuite, c'est de diversifier les thèmes. On a des idées de projets, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne dévoile pas encore, qui vont être faits. Il y a également d'autres projets même dont tu n'es pas au courant, que je vais développer un petit peu avec la partie, avec le pôle international. Donc ça, c'est un aspect plus international sur lequel on va pouvoir... Ça plaît aussi à beaucoup de nos auditeurs. Ça va plaire. Donc ça, c'est un aspect sur lequel, évidemment, on va travailler. Il faut renforcer le pôle enquête, le pôle investigation. Je pense continuer à développer des partenariats, peut-être avec d'autres médias, peut-être identifier d'autres profils de gens, continuer à un peu développer cet écosystème, voir les opportunités aussi qui peuvent parce qu'on se pense aussi comme un groupe média, c'est-à-dire d'avoir une somme, c'est ce qui fait qu'on va être solide. Si l'un est attaqué, l'autre tient le coup. Et donc ça, c'est important. Et les gens découvriront aussi, début juillet, notre nouveau magazine. Je peux teaser déjà quelque chose. Les gens s'interrogent beaucoup sur... Ils disent toujours, on donne toujours l'impression qu'il y a les milliardaires de droite. Il n'y a que les milliardaires... Il y a Bolloré. Et à gauche, en fait, c'est que des petits donateurs et il n'y a pas d'argent. Donc, on a un peu enquêté sur ces milliardaires. Ouais. Donc, j'en dis pas plus, mais ça sera l'objet de ce magazine d'enquête qui va faire couler beaucoup d'encre. Et moi, j'en dis pas non plus beaucoup plus, mais si je peux dire une chose, c'est esthétiquement, la couverture est une fois de plus un vrai banger. La couverture est folle. Ouais. Donc, bravo Delphine. Ouais. Et le fond de Jules, qui a eu vraiment des... Lauriane, très bons échanges, qui a enquêté Dorine. dessus. Il va être passionnant, comme nos magazines. C'est un magazine d'été. L'été dernier, on avait fait sur l'Afrique du Sud. Là, c'est vraiment, on vous plonge dans un récit, on vous parle de différents, des gens que vous ne connaissez pas, et c'est ça qui est intéressant. Des gens que vous avez déjà entendu parler, mais des gens qui sont au cœur du système. Et là, on s'est moins concentré sur l'extrême gauche que ce qui est à gauche et à l'extrême centre. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec moi. Merci, Louise. Et bravo aussi pour... tous ces super podcasts que j'ai vus, les prochains qui vont sortir, pour le coup, ils sont passionnants. Quoi. Je pense que je peux aussi en profiter pour dire à nos auditeurs, parce que là, vous avez vu en public, parce que d'habitude, comme je disais en introduction, c'est un format que vous voyez sur Frontières Plus, mais j'ai déjà reçu effectivement de beaux invités, mais là, je vais en recevoir d'autres qui ont déjà été tournés, qui vont sortir les 2 prochaines semaines, qui sont absolument touchants, émouvants, marquants, inspirants. C'est tout l'objectif du podcast Contre-champ, qui est disponible sur Frontières Plus. C'est de recevoir autant des personnes que vous avez l'habitude de voir, mais le vrai souhait que j'avais, et j'ai eu cette discussion avec Eric un nombre de fois pour réfléchir à ce format-là, c'est aussi de pouvoir vous recevoir. C'est-à-dire que si vous avez une histoire qui est marquante, un récit de vie que vous estimez qui pourrait inspirer de nombreuses personnes ou parler simplement à de nombreuses personnes, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être que je vous recevrai en face de moi à la place de Eric pour qu'on puisse en discuter et que je puisse vous faire découvrir, on va dire, à tous les gens qui nous écoutent. Donc voilà, je pense qu'on peut remercier toutes les personnes qui seront restées jusqu'au bout. Et puis, pour conclure, évidemment, c'est de participer à cette nouvelle aventure que va être la radio de l'année prochaine. Et le meilleur moyen d'y participer, c'est de participer à la campagne de dons. Je le rappelle, c'est défiscalisé à hauteur de 66% de vos impôts. Donc, c'est quand même assez intéressant également pour vous, mais également pour nous soutenir sur le très long terme et puis qu'on puisse vraiment pérenniser Frontières, même si c'est tout l'objectif depuis déjà 2 ans qu'on a recommencé tous ensemble Livre Noir. Mais c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que ça sera peut-être
l'objet d'une autre FAQ à la rentrée, mais on a de très très gros projets, certains dont je suis même pas au courant, mais il y en a déjà suffisamment dont je suis au courant et vous n'êtes pas prêts, donc vraiment accrochez-vous bien. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup Louise. Et à très vite. Bonne chance pour la suite alors. Alors, petite mise à jour suite au tournage de cette FAQ, parce que depuis, s'est passé quelque chose. D'abord, vous avez vu, on vous a publié ce documentaire d'enquête sur Élise Lucet et Cache Investigation. Ce documentaire, à l'heure actuelle, il cartonne, donc je vous remercie bien entendu. Ça a pris plusieurs semaines à le travailler et on a choisi de façon exceptionnelle de le mettre sur YouTube. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps et donc c'était important aussi de partager auprès d'un maximum de personnes, mais je tiens à signaler que ça restera absolument exceptionnel. Tous nos documentaires aujourd'hui, ils sont sur Frontières Plus et tous les documentaires actuels sur Frontières Plus ne seront jamais en accès libre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que demain, mardi 24 juin, à partir de 18h, vous pourrez précommander le nouveau magazine de Frontières, qui sera disponible en kiosque le 3 juillet et on vous annoncera donc très vite la couverture et le thème. J'en ai parlé très brièvement dans cette FAQ, donc soyez au rendez-vous, c'est absolument important. Le troisième point, c'est que pour les abonnés numériques, les abonnés de Frontières Plus, parce que vous savez que l'abonnement Frontières Plus est inclus dans l'abonnement numérique, je voulais vous dresser un petit peu le programme des semaines à venir. Alors vous l'avez vu, en règle générale, on essaye de tenir un documentaire tous les jeudis. C'est arrivé que parfois on décale un petit peu, faut pas vous inquiéter, c'est qu'on tient vraiment à ce que ça soit très qualitatif. On s'est lancé il y a près de 6 semaines et donc en règle générale, l'arbitrage qu'on prend, c'est que lorsqu'il manque des choses, on préfère avoir un léger retard pour favoriser la qualité et notre crédibilité, c'est important. On arrive à tenir à peu près 80% des engagements, c'est-à-dire le mardi soir, Secret d'État, le lundi soir, Éconoclasse, la série économique, etc. Parfois, il y a des tout petits loupés qui sont faits et il y a les abonnés les plus fidèles qui nous écrivent en disant oui, je pensais que ça allait publier à ce moment-là. Il faut savoir que sur la plateforme, pour l'instant, on est obligé de mettre une date de publication. Donc quand on va vous mettre les sujets, par exemple, vous pouvez voir que l'Afrique du Sud va bientôt sortir, on est obligé de mettre une date. C'est possible qu'on ne respecte pas la date à quelques jours près, mais il ne faut pas s'inquiéter. Donc je vous donne un petit peu les éléments. Évidemment, à partir de la rentrée septembre, on va encore plus affiner le programme et ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre. Mais globalement, tous les jours, il y a des nouveaux contenus quasiment ou au moins tous les 2 jours. Jeudi, donc, on va communiquer sur le documentaire de la France insoumise. La semaine suivante, il y aura le documentaire sur le Kosovo qui va sortir. C'est du coup le jeudi 3 juillet. Ensuite, le jeudi 10 juillet, il y aura le documentaire sur la natalité qu'a réalisé Louise Maurice. C'est pareil, il devait sortir fin juin au début, mais elle a reçu vraiment beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de nouvelles séquences et quand elle vient me voir et qu'elle me dit bah, écoute Eric, j'ai vraiment des super trucs, j'ai une sexologue, là je peux la voir, mais le problème c'est que c'est la veille du moment où il fallait publier. Je lui dis bah, écoute, ce qui compte c'est la qualité, prends un peu plus de temps, de toute façon on a d'autres contenus qu'on met à la place et donc on inverse des contenus et donc jeudi 10 juillet prochain, c'est le documentaire sur la natalité. Le jeudi 17 juillet, ça sera le documentaire sur l'Afrique du Sud. Vous le savez, j'étais en Afrique du Sud, dans les bidonvilles de Blanc, sur le racisme anti-blanc, les fermiers qui sont attaqués, ça sortira le jeudi 17 juillet. Le jeudi 24 juillet, il y aura mon épisode 3 sur les routes migratoires et le jeudi 31 juillet, c'est une petite surprise, vous verrez. Au mois d'août, évidemment, ça sera un petit peu plus allégé le programme, mais il y aura quand même pas mal de choses et ça permettra aussi à tous ceux qui sont abonnés numériques, qui n'ont pas pu regarder tous les contenus, on sait que vous ne les avez pas tous vus, de les regarder pendant l'été, mais évidemment, il y aura encore des choses au mois d'août, ça va être juste un petit peu plus allégé. Et notre rentrée sera à partir du 2 septembre. On va revenir à la rentrée avec un gros documentaire de Baudouin Wisselman, un gros documentaire de Jordan Florentin. Il y aura également un gros documentaire de Julien Girard. Donc restez connectés. Merci à tous, vous êtes encore nombreux à vous abonner, à faire des dons. Je vous remercie et je vous tiens au courant et à très bientôt.